Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Fréquence Méditerranée. Oh, ça fait quelques temps qu'on n'était plus ensemble, plus en direct, mais c'est le retour, ça y est, c'est le retour exceptionnellement aujourd'hui pour un auteur, une personne, un personnage que j'ai vraiment toujours le plaisir de recevoir ici dans nos studios. Une personne que vous commencez à connaître. Si je vous dis le nom d'Yvon Bertorello, je pense que c'est un nom que sur Radio Fréquence Méditerranée vous connaissez. Bonsoir Yvon. Bonsoir Jean-Luc. Yvon, si tu peux t'approcher un petit peu plus du micro pour parler, parce que ou alors tu tires le micro, voilà, tu étais un petit peu loin. On est ensemble pour une petite heure, comme d'habitude, 18h, 19h, où on va parler de ton nouvel opus, de cette nouvelle bande dessinée qui va arriver, c'est très simple, dans 2 jours, 2 jours sortie nationale, Les Mondes d'Arven, une série ambitieuse qui va sortir chez Dargaud, numéro 1 mondial dans le domaine de l'édition. C'est une bande dessinée d'aventure. Alors c'est une bande dessinée qui fait allusion au monde d'Averne, ce peuple ce peuple gaulois dont le territoire correspondait à l'actuelle région d'Auvergne. Une fable fantastique, mais pas que. Et c'est ce que tu vas nous présenter ce soir, mon cher Yvon. Bien, merci de me recevoir une fois de plus sur les ondes de cette radio. En fait, Dargaud, c'est pas le premier éditeur mondial, c'est le numéro 1 en bande dessinée en Europe. Exact. Premier éditeur européen de bande dessinée et le 3e mondial, ce qui est énorme. Et nous sommes vraiment très honorés avec mes co-auteurs de sortir cette nouvelle série chez Dargaud. On va les citer de suite, tes co-auteurs. Il y a Eric Stoffel qui est scénariste et dessinateur de bande dessinée qui va faire exactement la même chose sur cette bande dessinée. Il y a Serge Scotto qui est écrivain et dessinateur, et il y a Cédric Fernandez qu'on aura ce soir par téléphone aussi, et qui est lui aussi dessinateur sur cette bande dessinée. Cédric Fernandez qui te suit maintenant depuis quelques ouvrages, il est souvent avec toi. Exactement, avec les uns et les autres, on a des BD en commun, ou à 2 ou à 3. Par exemple, avec Serge Scotto et Eric Stoffel, on a la série Adromam qui se poursuit sur le monde romain. On reviendra un petit peu sur toutes les Voilà, on en reparlera après. Et puis avec Cédric, pareil, on a d'autres projets en cours. Et là, de nouveau, on est réunis pour cette nouvelle série, ce projet ambitieux chez Dargaud, Les Mondes d'Arven. Alors, un détail, c'est pas parce que nos héros sont campés dans l'Auvergne, parce que c'est mythique, les sites naturels et architecturaux sont assez formidables en Auvergne. On s'est inspiré de l'Auvergne, mais cette BD a vocation à faire découvrir d'autres lieux que l'Auvergne, bien que nos héros, nos 2 jeunes là, seront domiciliés, si je puis dire, à Chaudezeg. C'est un lieu très important dans le sud de l'Auvergne, dans le département du Cantal, puisque c'est l'objet de nos 2 tomes, la géothermie. Alors on peut dire que cette BD va faire, c'est le premier tome d'une série. Exactement, c'est une série qu'on envisage à 6 volumes. C'est ce qui est prévu chez Dargaud. 6 volumes dont l'objet est de faire connaître à un très large public et à commencer à la jeunesse tout ce qui est énergie renouvelable et naturelle, géothermie, le gaz naturel, etc. Parce qu'on sait que c'est l'avenir. Maintenant, il faut oublier les énergies fossiles et se tourner de façon définitive et sérieuse vers les énergies renouvelables. Et parmi les énergies renouvelables, il y a la géothermie. Avec l'eau chaude naturelle, on peut s'éclairer, on peut se chauffer. Est-ce qu'on peut dire que c'est une BD éco-responsable ? Oui, alors... Qui a une vision éco-responsable du monde. Oui, dans ce sens-là, oui, on peut dire que c'est une BD un peu éco-responsable. Même le papier est éco-responsable. Et on veut toucher un très large public, et à commencer par la jeunesse. C'est essentiellement pour la jeunesse, un public, on va dire, de 11-15 ans. Avec un dessin. On peut dire que le format est aussi un format jeunesse. C'est un format jeunesse, un dessin plutôt destiné à la jeunesse, un dessin un peu héroïque fantasy. Et Cédric Fernandez qui a le talent de s'adapter
au lecteur, si je puis dire. Là, il a trouvé le graphisme juste pour ce genre de BD. C'est une BD jeunesse. Alors qu'on a à l'écran, hein, pour ceux qui nous suivent sur le live Facebook. Bien sûr, si vous êtes sur le web, venez nous rejoindre sur les applications, venez nous rejoindre sur le live Facebook, puisque c'est une BD, vous allez pouvoir voir les images. Voilà, l'image, en tout cas, je vous la montre aussi moi sur ma caméra. Et vous avez donc déjà la couverture de cette BD qui sort dans 2 jours, je le rappelle. Elle sort le 19 août chez Dargaud, dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre, en pays francophone. On espère qu'elle sortira par la suite en anglais, évidemment. En tout cas, on a fait lire cette BD avant qu'elle sorte au public à laquelle cette BD est destinée, et les retours sont excellents, vraiment très 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 bons. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que certes, c'est une BD à travers la fiction. Ce scénario qui est une fiction, eh bien, il y a des éléments, il y a des informations, autrement ça n'aurait aucun intérêt. Et toutes ces informations scientifiques, elles nous sont données, elles nous sont confirmées par un spécialiste de la géothermie, puisque les 2 premiers volumes seront consacrés à la géothermie, et c'est Jean-Jacques Graff, qui est le président de l'Association européenne de géothermie et qui est habitué à collaborer à des ouvrages. Mais pour la bande dessinée, c'est sa première collaboration. Donc lui, on lui a fait lire, si vous voulez, le scénario. Et il nous a indiqué comment on pouvait glisser toutes les informations scientifiques de façon très habile à l'intérieur. De façon ludique, puisque alors on va donner un petit peu le pitch de cette bande dessinée, hein, l'histoire de cette bande dessinée. Déjà, on part sur un monde virtuel. Donc, il y a quelque chose de nouveau dans la manière d'écrire cette bande dessinée. C'est pas historique comme d'habitude. Tu as l'habitude d'avoir des références historiques. Là, tu pars sur un projet complètement différent. Tout à fait. Et pourtant, ce sont les mêmes auteurs. Et pour être très honnête, c'est Eric Stoffel qui a eu cette idée-là parce qu'il connaît bien le monde des jeux, le monde virtuel. Et on va dire que sa patte s'en ressent énormément dans ce scénario avec Serge Scoffel, avec Serge Scotto. Les deux se connaissent depuis longtemps. Ils collaborent, ils ont collaboré sur plein d'ouvrages, notamment une série sur Pagnol. Donc la collaboration était excellente. L'idée, c'était de toucher donc un public jeune à travers cet univers virtuel. Mais de temps en temps, on revient à la réalité. C'est un mélange entre le monde virtuel et la réalité, puisque tout cela, ça se déroule dans une région qui existe, l'Auvergne, qu'on appelait autrefois les mondes d'Arverne, les Arvernes, les Romains appelaient cette région Arverne. Et pourquoi ? Parce que nos héros sont domiciliés à Schötzegg, qui est un haut lieu du sud de l'Auvergne, du département du Cantal, où il y a l'eau chaude, l'eau la plus chaude d'Europe, qui sort naturellement de terre. Depuis l'époque romaine, on utilise cette eau chaude et encore aujourd'hui. Donc les monts d'Auvergne sont un lieu naturel de la géothermie. C'est un lieu de la géothermie pour des raisons que tout le monde sait. Le volcanisme encore actif en sous-sol. Enfin, les volcans sont à peine endormis. Et il y a de l'eau chaude un peu partout. On a choisi Schötzegg parce que c'est vraiment le lieu emblématique de l'eau chaude en Europe. C'est l'eau la plus chaude d'Europe, comme je l'ai dit. Et nos héros habitent là. Et on va voyager un peu partout à travers l'Auvergne. Donc il va y avoir un aller-retour entre le monde virtuel et puis la réalité géographique des régions de l'Auvergne. En tout cas, dans les 2 premiers volumes. Pour la suite, nos héros seront toujours résidents en Auvergne, donc on fera sans arrêt allusion à l'Auvergne, mais on va voyager un peu partout, puisqu'on va aussi développer d'autres aspects que la géothermie. Donc le premier tome qui sort le 19 est exclusivement consacré à la géothermie. Il va s'appeler La Bête Noire, exactement. Voilà, alors la série s'appelle Les Mondes d'Arverne. Et le tome 1, c'est La Bête Noire. Je ne veux pas en dire trop quand même, puisqu'il faut que les gens lisent l'ouvrage. L'achètent et le lisent. Exactement. C'est le but de notre promo. C'est le but. C'est le but. Même la couverture campe le décor et nous dit de quoi il s'agit. Alors, on est parents, on va dire. On est parents, on a envie d'acheter cette BD pour son enfant. Qu'est-ce qu'on va apporter à l'enfant en lisant cette BD ? Qu'est-ce qu'on va lui apporter, mon cher Yvan ? Il ne s'agit pas de le piéger,
cette BD, évidemment, parle des énergies renouvelables et naturelles, mais à travers une fiction. Donc, on ne ment pas à son fils en disant « Regarde, je t'offre un très beau, une belle BD avec un dessin, et, on va dire, très spécial, et Heroic Fantasy ». Qui plaît à cette tranche d'âge, mais à l'intérieur, il y a des informations scientifiques qui sont habilement glissées. Ça, c'est grâce à Jean-Jacques Graff qui nous a habilement conseillé. Alors, toutes les informations, on rappelle, qui sont citées dans cette BD, voilà, c'est pas de la fiction, c'est du réel. Hein. Tout est vrai. C'est de la BD, mais c'est des vraies infos. Bah, autrement, ça n'aura aucun intérêt. Exactement. Absolument aucun intérêt. Donc, le but, c'est de sensibiliser cette tranche d'âge à cet aspect très important, il y va de notre avenir, c'est-à-dire les énergies renouvelables et naturelles. Encore une fois, se détourner le plus rapidement possible des énergies fossiles pour exploiter les énergies naturelles. Et on s'est aperçu qu'avec les nouvelles techniques, eh bien, on peut arriver facilement à produire de l'énergie, à se chauffer, à s'éclairer, etc. Donc c'est assez incroyable. Donc c'est à la fois un ouvrage ludique, sérieux, et c'est à la fois un ouvrage ludique et un ouvrage sérieux. C'est ça qui est bien, c'est le mélange des deux qui fait que cette BD aura du succès. C'est ce que tu fais souvent. Je rappellerai à nos auditeurs que tu es auteur de bande dessinée, mais pas que. Mais en tant qu'auteur de bande dessinée, c'est suivant ce que tu fais. Tu te bases toujours sur des faits réels, des faits scientifiques, sur la plupart des bandes dessinées sur lesquelles tu travailles. Et tu les mets souvent ou tu les tournes en roman de manière à attirer le lecteur, de lui donner envie de lire, que ça ne soit pas rébarbatif. C'est ce qu'on fait. Tu arrives à faire. C'est ce qu'on fait sur toutes nos BD en général, à part que là, le dessin, cette fois-ci, est spécial. Il est, on va dire, c'est Heroic Fantasy, alors qu'habituellement, c'est un dessin un peu plus franco-belge, classique, très réaliste, historique, comme la série Ad Romam. Là, on a décidé d'utiliser un dessin qui correspond davantage à cette tranche d'âge des 11-15 ans. Une héroïne dans ce BD, une héroïne et un héros. Alors, exactement, il y a un garçon et une fille qui sont très sympathiques tous les deux, et il va falloir suivre leurs aventures. À travers leurs aventures virtuelles, eh bien, on va apprendre beaucoup de choses. C'est ça, c'est le but de cette série, quoi. Alors, et c'est pour ça aussi, ça c'est important, c'est pour ça que cette série, elle est aussi soutenue par des partenaires très importants, qui rendent crédible et sérieux encore plus cette série. Ils se sont associés à ce projet parce qu'ils ont estimé qu'à travers une fiction, on pouvait toucher un très large public, à commencer par les jeunes qui seront adultes d'ici peu. Alors, parmi ces partenaires, on les a au début de la BD. J'étais en train de regarder pour les citer. Le premier des partenaires que je voudrais citer, parce que... Le plus important, entre guillemets. Mais tout simplement parce que l'idée vient de lui. C'est Pierre Brossolet et le groupe Arverne Group. Donc c'est un groupe qui fait de la prospection, entre autres géothermique, donc énergie naturelle et renouvelable. Lui-même est un ingénieur pétrolier. Il a travaillé dans la prospection pétrolifère. Je l'avais croisé en Colombie, vous voyez, pour que vous sachiez tout. Et il travaillait au Venezuela et en Colombie. Et puis ensuite, il a créé ce groupe, Arverne Group, dont le but est maintenant de se tourner vers les énergies renouvelables et naturelles, entre autres la géothermie. Et c'est lui qui est venu nous trouver en disant « J'aime bien ce que vous faites et ça serait vraiment bien que vous associiez à... » Nous, on avait un projet de bande dessinée sur les énergies renouvelables. Qu'en pensez-vous? Et on a travaillé avec mes co-auteurs, je leur ai proposé, ça les a intéressés tout de suite. Et avec Pierre Brossolet et puis son groupe, on a échangé. Et petit à petit, on a construit ce projet. Mais il était hors de question qu'on se fasse imposer quoi que ce soit. On est des artistes, des auteurs. Donc lui, il nous a absolument laissé libres. La seule chose qu'il a demandé, et nous on voulait aussi, c'est d'avoir un conseiller scientifique, et en l'occurrence Jean-Jacques Graff, venant assurer que toutes les informations scientifiques étaient justes. D'accord. Et Jean-Jacques Graff nous a beaucoup aidé, voilà. Alors, dans les autres partenaires... Alors, il y a évidemment d'autres partenaires. Vulcania qui ne sont pas des moindres. Il y a Vulcania, ça avait du sens d'associer Vulcania. C'est un parc, le parc des volcans, près de Clermont-Ferrand.
avec Athème, qui décrit avec plein d'animations l'origine de la Terre, le volcanisme, qui explique tout ça. Et donc ça avait du sens, puisque nous, les 2 tomes se déroulent en Auvergne, les 2 premiers tomes, et parlent essentiellement de la géothermie. Donc Vulcania est partenaire, la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce que c'est la région la plus géothermique d'Europe, en tout cas de France, ça c'est sûr. Donc ça avait du sens d'associer la région. Le département du Cantal, j'en profite pour vraiment remercier tous les responsables de ces institutions, que ce soit Laurent Wauquiez pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, que M. Faure pour le département du Cantal, puisque Chaudezègue cette commune de Chaudezègue se trouve au centre du Cantal, et il y a l'eau la plus chaude d'Europe qui surgit. Donc, et puis d'autres sociétés qui sont liées à l'exploitation géothermique et puis en général aux énergies renouvelables, qui ont trouvé vraiment bon de s'associer à ce projet. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu es parti sur ce projet, mon cher Yvon? Pourquoi là, tu étais actuellement sur d'autres collections, on va dire, mais pourquoi d'un coup ce projet? Les gens vont être un peu surpris parce qu'en général, je fais plutôt des choses historiques, réalistes, quelquefois des BD religieuses de grand public, et quelquefois aussi des BD d'actualité comme La Tempête Alex, le Notre-Dame de Paris chez Glénat avec Stéphane Bern, et d'autres projets qui se préparent. Là, avec Cédric Fernandez, Eric Stoffel et Serge Scotto, on avait échangé déjà sur cette question géothermique, suite à la BD sur La Tempête Alex d'ailleurs. Et lorsque Pierre Brossolet nous a contactés, on s'est dit, tac, c'est vraiment l'occasion de faire quelque chose à ce sujet, d'autant plus que c'est malheureusement un sujet d'actualité. C'est lui qui est venu vers vous, donc? Oui, c'est Pierre Brossolet que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que je connais depuis quelques années et que j'ai eu l'occasion de rencontrer en Colombie, puisqu'il était ingénieur de formation et il s'occupait de la prospection pétrolifère pour une société. Et puis depuis, il a créé le Arverne Group, qui fait de la prospection géothermique, et pas que géothermique. Sa société est tournée vers les énergies renouvelables et naturelles, parce que c'est l'avenir de la planète. C'est très écologique comme projet. Il n'y a pas plus sérieux écologique que ce projet. Donc, à la fois ludique, parce qu'on veut toucher un large public et un public jeune, mais c'est à la fois aussi très sérieux, puisqu'il y a tout un tas d'informations à l'intérieur. Et Pierre Brossolet, quand il est venu nous trouver, parce qu'il connaissait nos BD, bien, tout de suite, on était enthousiastes. Vraiment, on s'est dit, oui, ça, on est ravis, parce que le problème de ce projet, c'est le budget aussi. Exactement, mais c'est un petit peu à chaque fois sur chaque BD. C'est ce qui blesse. Il y a des fois des BD de ce genre qui sont faites au rabais. Et il faut savoir que sur la plupart des BD que tu crées, il faut avoir des préventes entre guillemets. Non, pas pour la plupart, non. Mais, disons, moi, je fais 2 sortes de BD, comme tous les auteurs. Il y a des BD qui sont des demandes de l'éditeur. L'éditeur, il vous connaît, il fait une commande, il dit « Est-ce que vous ne pourriez pas nous faire une BD là-dessus? Vous êtes connaisseur. » Moi, on ne va pas me demander de faire une BD sur la boxe. Je ne connais rien à la boxe, si vous voulez. Quoique, je pourrais me documenter. Et non, mais c'est logique. Ou bien alors, c'est nous qui avons l'idée, on écrit un synopsis, on l'envoie à l'un de nos éditeurs, on est auteur dans une dizaine de maisons d'édition, donc on n'est pas en peine pour trouver un éditeur. Et l'éditeur nous dit, nous, ça ne nous intéresse pas, ou ça nous intéresse. Et quelquefois, il y a un mixte. Ça peut venir aussi de sociétés ou d'institutions, comme le groupe Arverne, et qui vient nous demander d'imaginer une BD là-dessus. D'accord. Voilà. Mais nous, on accepte dans la mesure où on est libre artistiquement. C'est pas une BD de commande simple où on nous a dicté le scénario, on le lui a imposé, si vous voulez. La seule chose qui était convenue, c'était que les informations scientifiques devaient être visées par un scientifique, ce qui me paraît tout à fait logique. Voilà, qui n'est pas écrit n'importe quoi dans ce... Voilà. Et donc, on nous a proposé Jean-Jacques Graff, et ça s'est très très bien passé. Et il va être le conseiller scientifique de la série. Il y en aura peut-être d'autres qui viendront s'adjoindre à lui. Déjà, 6 tomes sont prévus, déjà. 6 tomes sont prévus. Alors, quand on a eu ce projet, on a écrit un synopsis. Mais ensuite, on s'est dit, mais il faut trouver un éditeur. Et nous, on voulait un éditeur qui
qui aiment le projet, qui acceptent notre projet parce qu'on était des vrais auteurs et parce que c'est un projet viable qui intéresse le grand public. Et là, on est allé voir Dargaud, parce que déjà, le président du groupe Dargaud, Vincent Montagne, m'avait sollicité plusieurs fois. On rappelle que c'est le numéro 1 mondial dans la BD. Non, le numéro 1 européen, et numéro 3 mondial. D'accord, merci. Et Vincent Montagne m'avait sollicité plusieurs fois en disant « Mais tu n'as rien fait encore chez nous ». Eh bien voilà, l'occasion s'est présentée. Donc j'ai proposé à Dargaud, dans son groupe, il y a Dargaud, Dupuis, il y a d'autres maisons d'édition, et on s'est dit que Dargaud serait vraiment la bonne maison d'édition pour donner une large diffusion à ce beau projet. Voilà comment ça s'est fait. On nous a mis dans les pattes de François Lebescon et puis surtout du directeur de collection Nicolas Thibautin, qui vraiment le courant est bien passé. Il a compris ce qu'on voulait faire et Dargaud a soutenu ce projet, quoi. Parce qu'un projet, il faut qu'il soit diffusé. Et être publié et diffusé par Dargaud, c'est un honneur, quoi. Alors, Dargaud, c'est le numéro 1 européen, Jean-Luc. Oui, merci de me reprendre. Numéro 3 mondial. Oui, moi je ne sais pas pourquoi, j'étais parti sur ça. Merci de me reprendre et d'être aussi précis dans ce que tu annonces. Les 6 tomes vont être tous sur la même idée Non, absolument pas. Donc les 6 tomes seront sur les énergies renouvelables et naturelles. Et les 2 premiers tomes sur la géothermie, parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'un tome eût été vraiment peu. D'accord. Voilà. On va faire au moins 2 tomes sur la géothermie et le tome 1 n'est pas encore sorti, qu'on travaille déjà sur le tome 2. D'accord. Parce que quand on lance une série, il ne faut pas qu'il s'écoule trop de temps entre deux volumes, autrement les gens se lassent. En général, on dit qu'on met un tome au frigidaire. C'est-à-dire on attend que le 2 soit presque terminé. D'accord. Pour sortir le premier, on le met au congélateur. D'accord. Pour pouvoir enchaîner rapidement. Voilà, parce que comme ça, en 6 mois après, on sort le tome 2. Voilà, c'est un écart de 6 mois entre général sur chaque tome. Il ne faut pas attendre plus que ça pour ce genre de série, parce qu'il sort tellement de bandes dessinées, des bonnes et des moins bonnes, que les gens sont un peu lassés. Voilà. D'accord. Tu peux raconter un petit peu, parce que du coup depuis tout à l'heure j'essaye de te faire un petit peu raconter cette histoire, le scénario un petit peu de cette BD, de cette jeune fille, de cette héroïne. Ah, voilà. Si alors là, moi j'aurais bien aimé qu'Éric Stoffel intervienne en direct. Mais on va appeler Cédric n'était pas disponible aujourd'hui, et on a demandé à Cédric Fernandez, qui est le dessinateur. Éric, lui, il est intervenu il a donné une interview pour un article dans un journal, le journal La Montagne, qui va sortir après-demain, je crois, et il aura d'autres occasions. Mais là, on voulait donner la parole à Cédric, au dessinateur. Je crois qu'il est temps, non, de l'appeler. Ah bah écoute, on va essayer de l'appeler en direct. On va faire du direct, comme on sait faire. Autrement, il n'y a que moi qui parle et c'est pas juste. Là, normalement, dans de très grosses radios, il y a un standard, mais là, on fait tout, nous. C'est ça qui est beau chez nous, c'est du direct. Monsieur Cédric Fernandez, oui, on va passer de suite à l'antenne. Alors, allô ? Allô ? Voilà, on a Cédric Fernandez de suite avec nous en direct à l'antenne. Vous voyez, on était en train de dire à nos auditeurs que sur les très grosses radios, il y a des régies techniques avec des gens qui sont au standard et que nous, on fait tout. Mais Cédric, on se connaît, on a eu l'occasion de vous avoir déjà par téléphone sur une BD. Et puis surtout, on s'était vu au château de Créma lors du lancement de le BD de la Tempête Alex. C'est ça. Exactement. Donc, on est content de vous avoir. Donc, on est en train de présenter cette BD, Les Mondes d'Arverne, avec Éric Bertorello, qui est avec moi. Avec Yvon Bertorello. Éric Bertorello, j'avais Éric Stoffel dans la tête. Désolé, mon cher Yvon Bertorello. Faire beaucoup de choses en même temps, c'est pas évident. La technique, la vidéo et le téléphone, un petit trou. Je m'en excuse. Yvon, tu voulais intervenir donc avec. En fait, j'entends pas la voix de Cédric. Ah, tu n'entends pas la voix de Cédric? Non. Se passe-t-il? C'est un peu gênant pour l'émission. Je ne veux pas répéter ce qu'il va dire. Alors, je suis là pourtant. Oui, moi je l'entends bien. Donc, moi je ne l'entends pas. Il ne nous l'entend pas. Est-ce que mon micro fonctionne? Est-ce que mon casque fonctionne? Nos auditeurs, je ne sais pas. Oui, ton casque fonctionne. Tout fonctionne. Bon, alors d'accord. Pourquoi on l'entend c'est pas grave. Il est avec nous. Moi je l'entends bien. Donc si je l'entends, c'est que. Moi je ne l'entends pas. Cédric? Oui, je suis là.
Alors, je l'entends de très loin, mais c'est pas grave. Voilà. Je ne sais pas si tu as entendu la première partie de l'émission, Cédric. Non, je ne l'ai pas entendu encore. Oui, Cédric, alors on va mettre le retour, mais Cédric t'entend très bien, il t'entend, ils vont donc... moi je ne l'entends pas. C'est pas grave, on va se débrouiller comme ça. Voilà, on te laisse parler avec Cédric sur cette BD, ce que tu voulais moi j'aurais voulu que Cédric décrive son rôle, comment il s'est associé au projet. J'ai dit au début, parce que si tu n'as pas entendu le début de l'émission, comment la genèse du projet, comment ce projet est né, d'abord de l'idée de Pierre Brossolet du groupe Arverne Group. Pierre Brossolet que j'avais rencontré en Colombie, ingénieur qui faisait donc de la prospection pétrolifère, et puis Kana Umar qui s'est dit qu'il valait mieux se lancer dans la prospection d'énergies renouvelables et naturelles, entre autres la géothermie. Et il est venu nous trouver. Tout de suite, j'ai pensé que Cédric Fernandez pouvait être le bon dessinateur pour ce projet. Et voilà ce que j'ai expliqué dans la première partie. Et je voudrais que tu dises peut-être comment tu t'es associé au projet. Voilà. Alors, comment je me suis associé au projet, tout simplement, effectivement, c'est Yvon qui m'a appelé pour me joindre à l'équipe. Moi, donc mon rôle, c'est essentiellement le dessin, donc la traduction graphique du scénario qui a été écrit donc par Serge et Eric. L'idée, en fait, de cette bande dessinée, c'est de faire passer certains messages, surtout à la jeunesse. Donc, en fait, il fallait un trait assez rond, assez tout simplement jeune et dynamique pour que ce soit pour qu'on puisse lier la grande aventure de l'histoire du récit et aussi en même temps pouvoir communiquer sur tout ce qui est énergie renouvelable, écologie, tout ce qui est justement développement de tous les biocarburants, les recherches enfin tout ça quoi. Et donc en fait il fallait réussir à trouver un graphisme qui soit à la fois ludique et dynamique et qui puisse aussi apprendre des choses. Notamment par exemple on a dans le tome 1 on voit Vulcania, on voit des savants, etc. Donc il fallait rendre ça crédible. Aussi parler des volcans, de plein de choses comme ça, mais aussi avoir par exemple des mondes un peu féeriques, des créatures fantastiques, etc. Donc il fallait lier tout ça. Alors maintenant que vous êtes en train de parler, Cédric, je montre quelques planches à l'image. Voilà, je mets devant la caméra une partie de la BD. Quand vous avez créé, une question qui me vient, quand vous créez les personnages, c'est du premier coup ou il y a toujours des petits personnages et vous discutez entre vous qui va être retenu au niveau du toujours, dessin. En fait, on travaille vraiment en équipe. C'est-à-dire que, par exemple, tout simplement pour les personnages principaux, donc notamment Blandine, qui est l'héroïne, ça a vraiment été un échange. C'est-à-dire qu'elle a changé même 3 ou 4 fois de dessin. Donc elle est passée de grande, petite, les cheveux attachés, détachés, lunettes, sans lunettes, etc., etc. Et donc en fait c'est une recherche permanente pour vraiment jusqu'au moment où en fait on chope le truc, où on va avoir le personnage qui va matcher quoi. D'accord. Et pareil pour pratiquement que l'héroïne, ou après les autres, ça c'est vous complètement? Non, il y a forcément un travail plus appuyé sur les personnages principaux, mais après en fait il y a toujours un échange, mais qui est souvent un peu plus rapide sur les personnages secondaires. Ça demande beaucoup de temps, je suppose. Oui, j'ai dit, je me mets à la place de l'auditeur, ça demande beaucoup de temps pour valider tous ces personnages.
Ah oui, bah surtout au début, ouais. Parce qu'au début, on crée vraiment un univers. En plus, là, je sais pas si Yvon vous l'a dit, mais on travaille sur le monde contemporain, donc d'aujourd'hui, qu'on connaît tous, mais aussi un monde virtuel. L'histoire, l'aventure se passe principalement dans l'univers d'un jeu vidéo, et donc c'est un univers qui mêle antiquité grecque, romaine et monde fantastique, ce qui fait qu'en fait ça demande vraiment une recherche particulière et un temps pour développer tout ça. L'héroïne va faire alors j'ai pas posé la question à Yvon, mais je vous la pose à vous directement, Cédric. L'héroïne, ça va être la même sur les 6 tomes, elle va traverser les 6 tomes, Blandine ? Oui. Donc à chaque fois, elle va changer de ces énergies éco-responsables, j'allais dire, de ce monde éco-responsable. Elle va voyager, puisque les 2 premiers tomes sont consacrés à la géothermie, puis on verra d'autres choses sur les tomes suivants, mais on aura l'occasion de les présenter. Exactement, c'est ça. C'est qu'on va aller à chaque fois vers des choses. On aura des mondes sous-marins, on aura des choses plus aériennes, etc. D'accord. Donc ça va se renouveler tout le temps. Alors, comme l'héroïne va aussi évoluer là-dedans, quoi. D'accord. Vu que les scénarios, je suppose que pratiquement 6 tomes sont écrits, ou ils sont encore en travaux ? Pas encore. Ils me regardent, pas encore. Alors, ils sont encore en travaux, mais on a la trame principale sur déjà toute la moitié. Et après, on sait où on va jusqu'au 6e de toute façon. D'accord. Et donc là, vous avez déjà commencé à travailler sur les dessins des autres tomes ? Oui. Voilà. Parce qu'il disait tout à l'heure que le numéro 2 est pratiquement bouclé, c'est ça ? Non, j'ai pas dit ça. J'avais cru comprendre qu'il était... Non, j'ai dit qu'on commence, quand une série, l'idéal c'est de commencer le 2e tome avant que le premier soit sorti. Voilà, c'est ce que je voulais sous-entendre. Oui, souvent on fait ça dans la foulée en fait. On continue, dès qu'on a fini le premier album, on continue tout de suite, on n'attend pas que l'album sorte pour avancer. Autrement, il s'écoule trop de temps entre les 2 tomes et les gens se lassent, quoi. Une série, il faut que ce soit dynamique, et l'idéal, c'est de ne pas laisser passer plus de 6 mois entre le premier et le 2e tome. Surtout qu'il sort tellement de choses aujourd'hui. Voilà. Alors, avant de vous quitter, mon cher Cédric, à moins qu'Yvon ait quelques petits mots à passer encore, combien de projets, vous travaillez sur combien de projets en ce moment ? Alors là, je travaille sur 3 projets en ce moment. En même temps, donc on a le tome 2 de La Tempête Alex, pour lequel vous nous avez reçu, je crois déjà. Oui, on va en parler avec Yvon tout à l'heure, avant la fin de l'émission, oui. Voilà, et on travaille aussi avec Yvon sur un projet sur la sûreté publique de Monaco. On va présenter ces 2 projets tout à l'heure un petit peu rapidement, mais sans trop tout dévoiler, puisqu'on aura l'occasion de recevoir Yvon à nouveau ici en studio. Voilà. Il est là toujours, Cédric ? Oui, je suis là. Il est là. Yvon, tu voulais passer un message à Cédric ou pas ? Non, on va avec nos 4 co-auteurs, là, on va se voir bientôt, la BD sort en librairie le 19, vendredi, après-demain, mais le samedi 20, il y a une soirée de lancement qui est organisée par le département du Cantal. À Chaudes-Aigues, exactement. Ça avait du sens de lancer cette série-là. Donc, en partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département du Cantal et la mairie, la commune de Chaudes-Aigues. J'en profite pour remercier aussi le maire de Chaudes-Aigues qui a vraiment compris dès le début l'intérêt de cette bande dessinée. Notamment à cause des énergies renouvelables, la géothermie, la culture de l'Auvergne, parce qu'indirectement, eh bien, on va donner envie aux gens d'aller visiter l'Auvergne, si les 2 premiers tomes se déroulent en Auvergne. Et donc, ça avait du sens de lancer cette BD dans un lieu un peu perdu, au sud de l'Auvergne. Tous les projets ne se lancent pas forcément à Paris. On fera très certainement une soirée à Paris et à Lyon, mais ça avait du sens de lancer cette BD. Donc, il y a une soirée de lancement samedi à Chaudes-Aigues, organisée par le département du Cantal et la mairie de Chaudes-Aigues. Voilà. D'accord, où toute l'équipe va se retrouver. Voilà, et puis probablement qu'ensuite, par la suite, on ira à Vulcania, près de Clermont-Ferrand, puisque Vulcania est partenaire également de cette série. Là, je tenais, avant de dire au revoir à Cédric, de rappeler bien sûr Eric Stoffel, le quatuor infernal sur cette BD, puisque vous avez l'habitude de travailler pas mal ensemble. Eric Stoffel, scénariste et dessinateur, donc Yvon Bertorello qui est avec nous ce soir, Serge Scotto, aussi écrivain et dessinateur, mais qui travaille aussi sur les dessins, je suppose.
Alors, non, en général, il fait que le scénario. Le scénario. Eric, oui, ça lui arrive de travailler sur le dessin. Il est également dessinateur, mais Serge, c'est exclusivement le scénario. Mais Serge Scotto et Eric Stoffel, tous les deux, ont une série magnifique sur Pagnol aux éditions Bambou. Donc, c'est pas des novices en bande dessinée, hein, vous le savez. On a l'habitude de te recevoir, voilà. Donc on le sait exactement. Merci Cédric. Merci beaucoup. Et bonne soirée. À vous aussi, au revoir. Voilà. Il vous entendait pas tout à l'heure parce qu'on avait oublié de monter le son de son retour casque. Voilà. Pourquoi il vous entendait pas. C'est pour ça. Le temps on se voit samedi en Auvergne. À samedi alors. À bientôt. Merci à vous Cédric. Au revoir. À bientôt. Au revoir Cédric. Voilà, c'est Cédric Fernandez. Décidément, j'ai un souci avec les prénoms ce soir, mais bon, c'est comme ça. Après quelques semaines, de vacances, la reprise était un petit peu difficile ce soir, n'est-ce pas, mon cher? Mais c'est du direct. On a l'habitude de faire du direct et d'être toujours très naturel avec toi, et on commence à bien te connaître parce que je crois que j'ai dû te recevoir. Tu dois être 6e ou 7e fois, je sais pas, que tu viens ici au studio. 7 fois. Tu fais tellement de BD que c'est la 7e fois. Voilà, donc tu nous présentes ce soir. Je tiens à rappeler pour ceux qui nous ont rejoints, donc Les Mondes d'Arven. C'est une BD, donc une BD qui fait allusion au monde d'Arverne, au peuple d'Arven, ce peuple gaulois dont le territoire correspondait à l'actuelle région d'Auvergne. C'est une fable fantastique, c'est une bande dessinée d'aventure avec une héroïne, avec un héros, et donc qui démarre une série de 6 tomes. Le premier tome, c'est La Bête Noire. Et donc, on vous a présenté ça depuis le début. Il y a encore plein de petites choses à dire dessus. Yvon, est-ce qu'il y a des petits détails que tu voulais nous dire qu'on n'aurait pas... À commencer par le nom de Blandine. Le nom de Blandine. Parce que pas mal de gens, des journalistes m'ont demandé pourquoi vous avez pris Blandine, un nom un peu désuet et un peu latin. Eh bien, tout simplement parce que Blandine, c'est un prénom qui est connu par les historiens dans la région de Lyon. Les gens iront pourquoi. Et on s'est dit que c'était pas mal de prendre Blandine, alors que toute cette série, les héros de cette série vivent en Auvergne. Donc on a pris un prénom qui est connu dans le Lyonnais, en Auvergne. Voilà, Blandine. D'accord. Donc, alors... C'est pas plus compliqué que cela. Alors, je voulais te le faire dire depuis le début, mais je vais le dire moi. Donc, Blandine, en fin de compte, est une jeune fille. C'est ça. Donc, dans le monde d'aujourd'hui, qui va créer un jeu vidéo virtuel. Et c'est là où on va basculer dans ce monde virtuel. C'est ça. Et on va découvrir, on va faire un retour... À travers ce monde virtuel, on va découvrir des choses réelles. Ça paraît un peu compliqué, mais les jeunes sont habitués à ce genre de mélange entre le virtuel et le réel. Même les dessins fantastiques de la BD sont inspirés de la réalité auvergnate. Regardez la 4e de couverture, vous avez les volcans d'Auvergne. Avec le Puy de Dôme, le Puy de Sancy, le Puy de Dôme, ça existe réellement, vous voyez. C'est inspiré de la réalité. Et l'architecture, pareil, ça sera pareil dans le tome 2 que l'on prépare. Alors nous, on a eu la chance d'en avoir quelques-unes ce soir de ces BD. Donc et à partir de la fin de semaine, on lancera un petit jeu pour faire gagner à nos auditeurs 1 ou 2 BD qu'on a eu la chance d'avoir ce soir. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Voilà, pour si vous avez des enfants ou des petits-enfants, ça sera le moment d'avoir cette BD. Puis surtout, bien sûr, d'aller l'acheter puisqu'elle sort le 19, on le rappelle, le 19 vendredi. Elle sera dans toutes les grandes librairies de France et de Navarre, comme tu disais tout à l'heure. Pas que dans les grandes, elle sera partout. Elle sera à la fois dans les maisons de la presse, dans les petites librairies, comme dans les FNAC. Un exemple, la maison de la presse à Menton, qui est avenue de Verdun, qui régulièrement a tes BD en vitrine. Exactement, j'ai une série de dédicaces qui sont prévues un peu partout. Eh bien, on va te lancer sur les dédicaces, mon cher Yvon. Bien, si tu veux, si vous voulez, Jean-Luc. En fait, on est 4 auteurs, donc on va se répartir pour que chacun puisse organiser des dédicaces dans sa région. Il y a des lieux où on sera tous les 4, tous les 3 ou à 2, et quelquefois on sera séparés. On fait des festivals de BD aussi. On sera à Angoulême évidemment fin janvier, là pour une soirée avec
avec des personnalités, mais je ne peux pas en dire plus, ce n'est pas encore très officiel. Il y aura une soirée à Angoulême pendant le festival, fin janvier. Mais avant ça, donc plein de dédicaces pour le lancement de cette série. Je l'ai dit, à Chaudezeg, grâce au département du Cantal et de la mairie de Chaudezeg, samedi à 17h. Mais ensuite, plein de dédicaces dans les festivals, à Saint-Malo, à Chambéry, un peu partout, dans les festivals nationaux ou locaux, et puis dans les librairies, ne serait-ce que dans la région des Alpes-Maritimes. Moi, je serai le 3 septembre, je serai à la Maison de la Presse de la Turbie, le matin. J'y serai également le 10 septembre à la Turbie, 3 et 10 septembre à la Turbie. Le 30 août, je serai à la librairie L'Alphabet à Monaco toute la journée. En fait, la première dédicace aura lieu à l'Alphabet à Monaco. Toute la journée du mardi 30 août, à partir de 10h probablement. Le 10 septembre, je serai à la librairie, la belle librairie des jeunes là, de Beau Soleil, la librairie du D, qui est une librairie spécialisée de comics et BD classiques. Le 10 septembre, le samedi, l'après-midi à partir de 14h. Le 11, je serai de nouveau à la Turbie, comme je l'ai dit. Le 24 septembre, je serai toute la journée à la magnifique librairie des Mandarins à Roquebrune. Ils me reçoivent chaque fois, je les en remercie, parce que c'était vraiment une excellente librairie. Il y a d'autres dédicaces qui vont être confirmées, que ce soit à Aise, que ce soit à Nice. On partagera toutes tes annonces sur nos réseaux sociaux, puisque tu les mets régulièrement. Je vais mettre la liste des dédicaces dans le département sur Instagram ou sur Facebook. Comme j'en ai l'habitude, je pense qu'on ira chez Cultura, s'ils nous reçoivent comme d'habitude. On va aller un peu partout. Je vais mettre l'ensemble de ces dédicaces sur les réseaux. Et les déplacements dans les festivals en France et en Navarre, selon l'expression. Une auditrice qui nous suit depuis le début, Nathalie, qui commente régulièrement, donc qui nous suit, on lui fera le plaisir de lui offrir une de ses BD. Voilà Nathalie, puisque je vois qu'elle nous suit depuis le début et qu'elle est là et qu'elle met des petits commentaires depuis tout à l'heure. Donc voilà Nathalie, tu auras l'occasion d'avoir en main une de ces BD, donc, et comme ça tu pourras en faire la promotion autour de toi sur le village de Sospel. Voilà, donc il est déjà 18h41, je savais très bien qu'avec toi on avait de quoi faire, de quoi discuter. On va aborder un petit peu vite fait les 2 prochaines BD qui vont arriver, là, qui vont sortir assez rapidement, mais dont une qui sort le 5 octobre et qui va être la suite de La Tempête Alex, puisqu'on a eu le tome 1, La Tempête Alex, avec le titre exactement, c'était La Tempête... Alex, chronique d'une catastrophe. Ah non, c'est le numéro 2 qui va sortir. C'est La Tempête, Alex, chronique d'une reconstruction, parce qu'on nous a sollicité plusieurs fois. D'abord, on nous a fait remarquer que dans ce premier volume, j'aime pas trop l'expression de premier volume, parce que c'est pas une série. Sur un malheur, on fait pas de série, mais la suite, on nous a dit qu'il y avait plein de choses qu'on n'avait pas abordées. Mais certes, dans une BD de 54 planches, c'est assez compliqué de tout aborder. Et donc, on a insisté auprès de nous pour qu'on fasse une suite. Et là, on s'est dit qu'on allait faire tout simplement une BD un peu plus gaie, un peu plus joyeuse, pour donner de l'espoir aux habitants de ces vallées et parler de la reconstruction, de la renaissance, du renouveau. Et on s'est dit, voilà, on va évoquer la reconstruction. Tout ce qui a été fait, les initiatives privées, les associations, il y a eu beaucoup d'associations. C'est un travail énorme. J'ai pu aller voir sur place effectivement la reconstruction. Et nous, locaux, donc, on est nés ici, on savait comment était la vallée de la Roya, et on voit aujourd'hui, ce qu'il en est. Alors comme Jean-Luc me coupe, pour pas oublier, je voulais dire évidemment les associations, mais surtout les institutions. Autrement, si on oublie les institutions, la région, le département, la CARF, puisqu'on est à Menton, la métropole de Nice-Côte d'Azur, enfin toutes les institutions publiques qui se sont impliquées à fond, et ce serait c'est justice de le dire, quoi. Bien sûr. Sans les institutions, rien n'aurait été fait de grand, si vous voulez. Donc c'est très important. Les institutions qui ont honoré leurs paroles, qui ont trouvé les fonds, l'État évidemment, à travers le préfet,
Bernard Gonzalez, et surtout du préfet délégué de la reconstruction, Xavier Pelletier, qu'on connaît bien maintenant, qui a vraiment une excellente réputation et qui s'est investi à fond, plus que de coutume, si vous voulez. C'est plus qu'un fonctionnaire. Il a fait sienne cette cause de la reconstruction des vallées. Tout le monde me le dit, de toute tendance, partout dans les 3 vallées. Donc je le dis, Xavier Pelletier, il est vraiment formidable. Il a fait un travail énorme. Et il continue son travail. J'espère que le gouvernement le laissera encore un moment, parce qu'il fait un travail incroyable avec son épouse aussi, qui a un rôle officiel, qui a organisé des consultations de citoyens pour savoir ce que les gens attendaient en premier. Donc voilà, il y a les institutions qui ont travaillé pour la reconstruction de ces vallées, des infrastructures, des ponts, des maisons, etc. Et puis les associations. Toutes les initiatives personnelles et associatives. Je pense aux marcheurs, au week-end solidaire. Enfin, il y a plusieurs associations, surtout 4 associations, qui ont fait beaucoup de choses en Roya, en Vésubie. En Roya, ils ont fait plein de choses à Casterino, par exemple. Plein d'événements, plein de manifestations. Donc c'est l'ensemble de ces volontés qui font qu'aujourd'hui les vallées ressuscitent petit à petit. Donc ça, c'est l'objet du tome de la suite de la BD. Ça sort toujours chez EDP, édition du précurseur à Monaco. Et ça sortira début octobre en partenariat. On a les mêmes partenaires que le premier volume. Enfin, il y en a 2 qui n'ont encore pas signé. S'ils m'écoutent, j'espère qu'ils vont honorer leur parole, à savoir la région, le président Muselier, qui a toujours pas signé et qui m'a dit évidemment que la région allait soutenir la suite, et puis la CARF. Voilà, avec M. Juel, le président, et ça serait le comble que ces 2 institutions qui ont soutenu la première partie ne soutiennent pas la suite. Ça me paraît, ça serait vraiment invraisemblable. Mais j'espère que ces 2 institutions vont honorer leur parole, comme ça avait été dit. C'est qu'une question de timing. À part que la BD part chez l'imprimeur le 30 août. Et bon, j'ose espérer qu'ils vont honorer leur parole. Autrement, on a absolument tous les partenaires de la première partie, et on en a bien d'autres aussi, que je tiens à remercier grandement. Voilà, de leur confiance. À Monaco, en principe, les institutions monégasques sont formidables, comme d'habitude. La Croix-Rouge, qui nous soutient à un haut niveau. La ES Monaco aussi, comme toujours. Le Conseil national, voilà. Vraiment, on est une présence importante de la principauté. On est très touché par le soutien des institutions françaises, locales, et puis monégasques pour ce projet. De toute façon, je n'en doutais point. Le premier partenaire de ce projet, je dois le dire, c'est le département. Et que ce soit le président, M. Charles-Ange Ginesi, que les vice-présidents comme M. Éric Ciotti et d'autres vice-présidents, on a eu leur soutien à fond. Et ça, je tiens à les en remercier, parce que sans le soutien des institutions, c'est impossible. Pareil, la métropole de Nice, avec M. Estrosi, tout de suite a répondu positivement à notre demande. Et donc, j'en profite pour les remercier grandement, parce qu'on ne peut rien faire sans les institutions locales. C'est une BD qui est purement locale, qui raconte la tempête Alex et la reconstruction, maintenant qui ne serait pas soutenue par les institutions locales, ça serait un très mauvais signe pour nous. Voilà. Et Dieu merci, ce n'est pas le cas, on est soutenu par tout le monde, et je m'en réjouis, parce que ça va aussi être un témoignage, cette bande dessinée. La première partie l'est, parce que ça a été un énorme travail de recherche pour nous, les auteurs. Donc ça, c'est le premier projet qui sort. Et tu me permets de rebondir, puisque tu as parlé tout à l'heure de la principauté de Monaco qui était toujours présente à tes côtés, et le deuxième projet qui va arriver donc au mois de novembre, c'est sur la principauté de Monaco. Alors on est très très honorés, vraiment, parce que c'est pas de notre initiative, c'est la sûreté publique, c'est-à-dire la police nationale monégasque qui fête ses 120 ans et qui a apprécié nos BD, si j'ai bien compris, et qui nous a sollicité, entre autres par l'intermédiaire du monsieur Ahmed, que je tiens à remercier, Benissad, qui est consul général honoraire de Monaco au Maroc, et qui apprécie beaucoup notre travail.
Et c'est un peu par son intermédiaire que la Sûreté publique nous a sollicité pour réaliser une bande dessinée qui sortira en novembre, qui est très belle, qui raconte à travers aussi une petite fiction, je ne peux pas en dire plus. On la présentera au mois de novembre. Voilà, on fera, j'espère, une émission spéciale là-dessus. Le rôle de cette institution importante en principauté, la Sûreté publique, la police nationale monégasque. Et ça sortira courant novembre. Ouais. La date sera fixée bientôt. Mais il y a d'autres projets qui se préparent pour 2023. Alors, il y en a certains que tu ne peux pas aborder, mais ceux que tu peux aborder, c'est lesquels? Alors, on peut aborder, dire qu'on a une série sur les Justes qui est magnifique. Donc, les Justes devant les nations, c'est les non-juifs qui ont caché et sauvé les juifs au péril de leur vie et qui sont reconnus par une institution en Israël qu'on appelle Yad Vashem. Et il y a des représentants dans tous les pays. Et donc c'est un sujet personnellement qui me tient à cœur pour plein de raisons que je ne vais pas développer aujourd'hui, mais j'aurai l'occasion de le faire quand ça sortira. Cette série sortira fin janvier. Probablement au niveau de la semaine du Festival international d'Angoulême, et les 3 premiers tomes se déroulent dans notre département. C'est magnifique, c'est une série encore, elle est soutenue par le département, par la métropole de Nice, par Yad Vashem France, enfin par plein d'institutions, et on les en remercie. On espère que la BD sortira en hébreu, en anglais et en français, mais le moment n'est pas venu de parler en détail de ça. Et la deuxième série, c'est une série sur la ligne Maginot. Vous voyez, c'est très éclectique comme projet. Alors là, avec la Covid, on a perdu presque 2 ans. Ça a été très compliqué de réunir les fonds parce que c'est un projet beaucoup plus conséquent que nos BD habituels qui font entre 46 et 54 planches. Et cette BD qui sortira aux éditions du Rocher, dans la collection Plein Vent, sortira fin mars. Je tiens à rassurer nos partenaires que ça y est, la BD avance et se termine enfin. On a perdu presque 2 ans, voilà. Et donc ça sortira en mars et on s'en réjouit beaucoup. La ligne Maginot a commencé dans notre département, encore une fois, donc ça va être magnifique. Les dessins sont superbes. Il y a, évidemment, on évoque la bataille de Menton. Menton est très présente dans ce tome 1. Voilà. Et puis toutes les fortifications des Alpes-Maritimes, puis c'est la bataille des Alpes. On continue la série Adromam. C'était comme ça qu'on s'était connus, en parlant de cette série-là, qu'on s'était rapprochés. Sur le monde romain, voilà. Encore une fois, alors là, c'est un dessin très réaliste, différent de celui sur la BD Les Mondes d'Arven, puis c'est un dessin, on va dire, franco-belge, réaliste, très historique, avec Eric Stoffel, entre autres, et ça sortira, le tome 4 sort avec quelques mois de retard. Heureusement qu'il ne sort pas comme on l'avait prévu, parce que je ne sais pas comment on aurait pu en faire la promotion. Au début, on voulait sortir pour les Journées du patrimoine 2022. On en sort un par an. Cette année, il y aura un peu plus, il y aura un décalage, mais ce n'est pas très grave et ça nous arrange. Autrement, on peut parler du Carnaval de Nice, qui est signé, et on va raconter l'histoire du Carnaval de Nice, avec aussi un peu de fiction. Je ne veux pas en dire plus. C'est magnifique, avec une BD qui va être colorée. Voilà, il va être très coloré et qui est superbe. Et puis d'autres projets ne sont pas signés, donc on n'en parle pas, dont un grand projet ambitieux que je développe avec Alexandro Bergamin, mais le moment n'est pas venu d'en parler. On aura l'occasion d'en reparler, puisque moi je suis au courant, et je disais donc tout à l'heure, on discutait un petit peu hors antenne du nombre de projets ça représente, puisque je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, chers auditeurs, que Eric et Yvan Bertorello, décidément, Yvan Bertorello est auteur de bande dessinée et que tu travailles à peu près sur 6 projets par an en moyenne. Alors, Jean-Luc, pour ne plus te tromper, tu prends la première de couverture et tu as les noms des auteurs pour cette série. Mais il n'y a pas le prénom, donc c'est pour ça. Bertorello, Scotto, Stoffel et Fernandez, voilà. Voilà, j'ai eu un petit peu de mal ce soir sur les prénoms, on va dire, pour la reprise. J'ai besoin encore un petit peu de repos, peut-être. On va dire qu'on a essuyé les plâtres ce soir. Voilà, on a essuyé, et c'est le cas de le dire, puisqu'il y a des travaux dans le studio et on est du bon côté pour pas les voir. Moi, je suis très content de te recevoir à chaque fois, puisque j'ai l'habitude de te voir et tu es un passionné.
et tu présentes toujours ton travail avec passion. Alors tout à l'heure, tu m'as dit, Stéphane Bern est le parrain de cette radio, mais il n'est jamais venu ici. On ne l'a pas encore reçu. Alors, comme il est parrain officiel, on a le droit de citer son nom, il ne va pas m'en vouloir, là, de son beau lieu de vacances. J'espère qu'il finira par venir ici. C'est que Stéphane Bern n'habite pas dans la région. Et donc, j'espère que l'occasion se présentera à l'automne. Voilà. Je le lui demanderai, je lui enverrai l'enregistrement de cette émission. Mais bien sûr, il y a une auditrice qui me marque, c'est pas grave, c'est la reprise. Donc il est en train de mettre un commentaire par rapport à mes erreurs ce soir. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Mais bon, c'est du direct et on est toujours en direct. On ne fait pas d'émission enregistrée ou montée chez nous. C'est toujours avec pur bonheur que je te reçois. Et j'ai encore quelques bandes dessinées à faire découvrir à nos auditeurs, puisqu'on vient de vous en présenter quelques-unes des projets qui vont arriver. Mon cher Yvon. Mais le dernier, c'est un projet qui est déjà sorti. C'est une BD sur Sainte Dévote qu'on appelait Dévota, que tu m'avais reçu l'année dernière. Exactement. Un projet qui s'est fait grâce à 2 mécènes monégasques, monsieur Guy Boscali et monsieur Roger Rossi. Je dirais surtout monsieur Roger Rossi parce que c'est un projet qui lui tient à cœur. C'est vraiment le projet de sa vie, Sainte Dévote. Et il a investi beaucoup d'argent et puis de lui-même dans ce beau projet. Il est sorti en français en janvier, pour la Sainte Dévote de janvier 2022. Et franchement, j'espère très sincèrement qu'il sortira, et je le pense aussi, en monégasque, en langue monégasque, dans les prochains mois, parce que je pense que cette BD, qui est vraiment une très belle BD, il y a encore Eric Stoffel dedans. Il y a Frédéric Alali et le coloriste, c'est Laurent... j'ai oublié son nom, je suis un peu fatigué. Eh bien, cette belle BD, elle mériterait d'être distribuée aux écoles, aux enfants qui apprennent le monégasque. Donc j'espère qu'elle sortira en monégasque. À bon entendeur, salut toutes les institutions monégasques et les bons mécènes qui pourraient nous aider à faire en sorte qu'elle sorte en monégasque, cette BD. Voilà. Tu as passé le message. Voilà. J'en ai profité. Tu en as profité. Voilà. Ben nous, écoute, on va te retrouver certainement ici au mois d'octobre pour présenter la suite de la tempête Alex. Donc on en a parlé tout à l'heure. Je rappelle que ce soir, tu étais notre invité pour parler de cette BD dont une auditrice va avoir la chance d'avoir une offerte. Mais les autres, vous allez pouvoir les découvrir dans toutes les librairies grandes et petites en France. Donc cette BD qui sort le 19, c'est Les Mondes d'Arven. C'est une BD donc qui parle de d'éco-responsabilité, mais avec un premier thème qui est la géothermie. Ça se passe dans les monts d'Auvergne et donc c'est une BD qui est une BD d'aventure, on va dire, avec une héroïne où on bascule à un moment donné entre le réel et la fiction et l'irréel. Donc on vous invite à acheter cette BD en tout cas et que vous soyez adulte ou enfant. Elle est au format enfant, mais elle s'adresse aussi aux adultes. Voilà, donc n'hésitez pas à aller l'acheter. C'est à partir du 19. Merci mon cher Eric. Merci encore Jean-Luc. Voilà, on aurait de quoi faire encore, mais bon, on rend l'antenne. Et c'est pas Eric, c'est Yvon. Yvon, décidément. C'est dur ce soir, hein. C'était un petit peu compliqué. Bon, mais c'est pas grave, on coupera pas au montage, il n'y aura pas de montage. Merci à tous, bye bye. Et c'est le retour de la musique sur Radio Fréquence Méditerranée, mais juste avant, c'est la pub. Bye bye à tous, merci de nous avoir suivis. Fréquence Méditerranée, la radio